Bonjour Aneta. Bonjour Denis. Alors je vais dire re-bienvenue dans le podcast de Place to Buzz, le podcast des dirigeants, des chefs d'entreprise qui veulent prendre la parole en vidéo. Tu es déjà venu dans mon podcast, dans un autre endroit. Tu nous avais parlé à la fois de ta vie personnelle, on avait fait pas mal de questions sur ce sujet-là. Et puis tu nous avais parlé des 7 thématiques de la supply chain. C'est une thématique que tu as voulu creuser puisque finalement tu t'étais aperçu qu'on n'était pas rentré autant dans le vif du sujet et que, chemin faisant, tu avais mûri d'autres réponses et que tu voulais expliciter chacun de ces thèmes qui forment la supply chain. Alors, souvent, on confond supply chain vas-y, je te laisse la parole. Logistique. Et logistique, tout à fait. Exactement. Et donc, pourquoi les gens confondent ça et en quoi la supply chain n'est pas que de la logistique? Et la dernière fois, oui, lors de notre conversation, la dernière fois, j'avais fait remarquer que souvent, les gens, ils associaient logistique à supply chain. Quand je leur dis que je suis experte en supply chain, ah oui, vous faites de la logistique. Mais la supply chain, c'est bien plus large que la logistique. La logistique, c'est juste une partie de la supply chain parce que la logistique comprend le magasinage et la livraison. Ouais. Alors que la supply chain, moi, je l'ai déclinée sous 7 thématiques Ouais. qui commencent avec les achats, Ouais. qui comprend les approvisionnements, la planification, la production, le stockage, la livraison et la facturation. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, tout ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que c'est pas seulement d'aller améliorer l'un de ces 7 thèmes, l'une de ces 7 thématiques, c'est qu'il faut les faire fonctionner ensemble, sinon l'entreprise, elle est dysfonctionnelle, ou en tout cas, elle n'est pas optimisée. Et d'abord, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours et ton credo, qui est de faire plus avec moins. Ça, c'est important parce que toute la discussion va tourner aussi autour de ça. C'est finalement, on n'arrête jamais d'optimiser une entreprise, ses process, sa façon de fonctionner. C'est vraiment ton savoir-faire. Et exactement, faire plus avec moins et plus simplement surtout parce que, comme tu as dit, s'il y a un de ces éléments qui dysfonctionne, ça a un impact sur les autres éléments. Et donc, on ne peut pas se cantonner et dire aujourd'hui, je veux optimiser mes achats. Quand on veut optimiser les achats, on a forcément un impact aussi sur l'un ou tous les autres éléments de Septem, de mon projet Septem. Okay. Et mon credo, c'est de faire simple. Parce que quand c'est simple, c'est assimilé par le personnel. C'est facile. Quand c'est compliqué, généralement, on a plus de possibilités de se tromper. Alors, on connaît tous Apple, la marque, on dit c'est simple, c'est propre, c'est fluide, mais derrière ça, il y a du travail, il y a du savoir-faire, il y a de la complexité. C'est aussi ton métier. C'est-à-dire que derrière la simplicité que tu as réussi à créer pour tes clients, aujourd'hui, je rappelle, Spinach Consulting, une entreprise de consulting qui permet à ses clients d'optimiser l'un de ces 7 thèmes ou la totalité de ces 7 thèmes-là dont nous allons parler. Aujourd'hui, si on commence par le premier thème, on va parler des achats. Pourquoi ce thème vient en premier ? Les achats, c'est important et c'est le premier de mes 7 thèmes, parce que la manière dont on a créé les achats pose la base pour la suite. Par exemple, un acheteur qui veut acheter pas cher, sans tenir compte du service et sans tenir compte surtout de la validation des fournisseurs qu'il veut mettre en place, il sera voué à l'échec parce qu'il n'y a pas que le prix, il y a le service derrière qui permet aux autres thèmes, aux autres fonctions de fonctionner, parce que dans ces 7 thèmes, ils sont tous clients et fournisseurs l'un de l'autre. Donc les achats, ils sont fournisseurs des approvisionnements, qui est fournisseur de la production et ainsi de suite. D'accord, donc là on est vraiment dans la supply chain, dans la chaîne. Exact. Et donc dans les achats, on est d'accord, c'est quelque chose qui intervient au démarrage, c'est-à-dire que c'est une sorte de contrat cadre où l'entreprise qui a des clients et qui produit des biens a besoin effectivement d'avoir des contrats cadres pour acheter les matières premières, les pièces et faire son travail d'assemblage ou de production. C'est bien ça? Exactement. L'acheteur, il va fixer le cadre dans lequel l'approvisionneur peut approvisionner. Il va aussi fixer les tarifs et comment on va adapter les tarifs. Et très souvent, on entend des entreprises qui subissent
ou les services qui subissent. Donc, dans les achats, c'est important de créer le cadre pour ne pas subir, comme on a vu dernièrement, des augmentations de tarifs. Il est important déjà dans un premier temps de classifier ces fournisseurs pour savoir quels sont les fournisseurs sans lesquels je ne peux pas fonctionner, où j'ai des difficultés pour trouver un backup, et quels sont les fournisseurs où j'ai plus de latitude, où je peux avoir plusieurs fournisseurs et je peux me servir auprès de celui qui a la meilleure offre. Pour ça, il faut classifier les fournisseurs en ABC en fonction de leur niveau d'importance. Et par la suite, pour ceux qui sont les fournisseurs stratégiques, donc les A, il est à mon avis indispensable de fixer le cadre des ajustements des tarifs. D'accord. Surtout dans un monde où on a vu avec l'inflation l'année dernière, les tarifs peuvent augmenter très rapidement. Donc ça, c'est super important. Est-ce que sur les fournisseurs stratégiques, est-ce que tu préconises d'en avoir un seul et de bien travailler avec lui, ou est-ce que tu préconises d'en avoir 2 ou 3? Quand on peut avoir 2, c'est toujours mieux. Des fois, on peut avoir qu'un seul. Dans la sous-traitance ou dans l'industrie sous-traitante pour lesquelles je travaille, souvent, c'est aussi le client qui choisit le fournisseur et qui impose un fournisseur. Il se peut aussi que c'est le client qui paye aussi le fournisseur. D'accord. Et à ce moment-là, l'industriel, il devient vraiment un sous-traitant et il doit passer les commandes et faire les approvisionnements. Et là, il est très important de mesurer le taux de service du fournisseur, parce que c'est son seul levier qu'on a pour remonter des dysfonctionnements à son client, finalement. D'accord. Dans la classification ABC, donc A, c'est les fournisseurs stratégiques. Oui. B et C, ça correspond à quel type de fournisseurs, quelle classification tu leur donnes? B et C, donc les fournisseurs A, c'est ceux qui me permettent, que j'ai besoin pour faire 80% de ma production. Après, j'ai les 20% et les 15% qui sont les B, et les 5%, c'est ceux qui s'infiment, où je peux me provisionner en fonction de ce qu'il y a sur le marché à ce moment-là. D'accord. Quand j'en ai besoin. Quelles sont les bonnes pratiques selon toi pour le service d'achat? Qu'est-ce que tu préconises, ou quels sont les dangers, à contrario? Le grand danger pour moi, c'est quand les achats ne demandent pas la validation des opérations, parce qu'à la finalité, c'est les opérations qu'ils doivent mettre en œuvre. C'est les opérations qu'ils doivent aussi traiter au jour le jour avec les fournisseurs. Donc il y a le côté technique. Qui est facile à mesurer, mais il y a aussi le côté service qui est plus une dominante subjective, mais qui doit être prise en compte. Si on a un fournisseur qui n'est pas flexible, qui ne répond pas dans les temps, il faut que ça soit remonté aussi. D'accord. Parce qu'on peut être seulement aussi flexible que nos fournisseurs sont flexibles. C'est clair. Ça, c'est important. Et est-ce que tu as un exemple de client que tu aurais traité au niveau des achats, et quel bénéfice tu aurais pu lui apporter? Alors récemment, on a travaillé avec un client sur les déchets, parce que là aussi, c'est plus un prestataire, parce qu'on vend les déchets, ça a un coût. Et il nous a donné des idées pour améliorer le traitement de nos déchets, ce qui a permis de faire des déchets une ressource. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important et très dans l'air du temps, où on doit diminuer les déchets. On a d'autres prestataires avec qui on a réussi à créer un vrai partenariat, où tout est très bien réglé, où on a réglé... on a une décomposition des tarifs, donc toute augmentation est liée à des indicateurs. Et donc, il n'y a pas de discussion désagréable, parce que le cadre est fixé et on sait exactement dans quelle limite ça va bouger nos tarifs. Et ça met une certaine sérénité. Il n'y a pas de stress, du coup, avec ces fournisseurs-là. Et on peut parler presque quelquefois des partenariats, parce qu'ils peuvent nous donner aussi des bonnes idées à mettre en place. D'accord. Oui. Ok, donc première thématique, les achats. Ensuite, on va aller travailler la deuxième thématique, c'est les approvisionnements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé le cadre, l'approvisionnement, c'est ceux qui finalement commandent en fonction de leurs besoins. Exactement. L'approvisionneur, c'est la personne qui fait, en fait, si l'achat, c'est un peu la macro, l'approvisionneur, il fait le micro au quotidien. Ouais. Il commande ce qu'il a besoin. Et là, il a besoin donc d'interlocuteurs qui sont à l'écoute, d'un fournisseur
qui répondent bien. Il a aussi besoin d'avoir des stocks qui sont fiables, parce qu'en fait, l'approvisionneur, quelle est la donnée d'entrée? C'est le besoin et le stock et les délais de livraison qu'il a derrière pour pouvoir assurer à la production de pouvoir fonctionner. Ok. Est-ce que pareil, quels sont les dangers ou les bonnes pratiques en termes d'approvisionnement? Alors, le danger, ce que j'ai vu dans certains cas, c'est que l'approvisionneur, il veut être tranquille et il dit, moi, je fais un grand stock, comme ça, je suis tranquille. En plus, ça coûte moins cher si j'achète en grosse quantité et puis moi, je m'en occupe plus. Ça, c'est un danger parce qu'il y a l'obsolescence. Ouais. Donc, il peut y avoir aussi des durées de vie de certains composants dont il faut tenir compte. Et là, encore une fois, c'est très important que l'acheteur il a bien fixé le cadre avec les quantités qu'il faut commander, à quel prix, et que tout ça soit rentré correctement dans les données des logiciels qui servent de base à l'approvisionneur pour approvisionner. La mesure des détails est importante dans tout le cycle de la supply chain. On y reviendra, mais c'est peut-être important là d'intégrer cette idée que il faut mesurer l'ensemble de l'activité à tous les niveaux. Si on peut améliorer que ce que l'on mesure, on dit ça, Ouais. et c'est vrai parce que sinon on ne peut pas savoir s'il y a une progression positive ou négative. Mais c'est aussi important de bien connaître les objectifs. L'approvisionneur, il doit bien savoir quels sont ses objectifs. Son premier objectif est bien sûr d'acheter et de mettre à disposition à la production ce dont ils ont besoin, mais il y a aussi des objectifs en termes de quantité à stocker, parce que là, la place, ça coûte cher, ou ça coûte cher soit en place si on stocke quelque chose de volumineux, soit en capital immobilisé si on achète des choses qui coûtent très cher. Ouais. Ok. Donc on voit bien le rapport entre achat et approvisionnement. Le troisième thème, la troisième thématique de la supply chain, ça va être la planification. Oui. En quoi elle s'insère dans cette logique-là et à cet endroit-là? La planification, ça c'est... Là aussi, je distingue en vision macro et vision très micro. La macro, c'est le process de Sales and Operations Planning qui est très important et qui est souvent négligé. C'est là où les ventes et les opérations échangent. On regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans les mois passés, 6 ou 3, 6, 12 mois, et quelles sont les prévisions pour idéalement les prochains 12 mois quand on peut avoir une vision. On met ça en œuvre pour voir comment je fais pour exécuter du coup ce qui va arriver, ce qui va être demandé. Ça permet de voir déjà quelles sont les ressources qu'on a besoin en termes de machines, en termes de personnel, en termes de matière, de comment je prévois les fournitures, s'il y a des risques sur les marchés, comment je m'organise en fait. Ok. Et donc là, on a le lien avec les approvisionnements parce que il faut, du coup, ça donne aussi une vision à l'approvisionneur et à l'acheteur sur quels vont être les besoins futurs pour pouvoir renégocier ou si on a des ruptures ou si on a des tensions sur les marchés, faire du stock ou voilà, ces décisions un peu stratégiques. Alors, je crois que c'est l'une de tes spécialités, la planification. Enfin, c'est vraiment là où tu excelles. Je veux dire, tu excelles partout normalement, sinon tu n'aurais pas les résultats que tu as eus à la fois dans ta première vie où tu travaillais où tu étais cadre dirigeant d'une grosse entreprise européenne, et puis depuis quelques années où tu es consultante. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de planification? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme tips sur ce sujet-là? Les bonnes pratiques, c'est de ne pas négliger ce process de Sales and Operations parce que ça permet d'être proactif. Ça permet aussi de donner une ligne conductrice et un plan de marche, en fait, aux planeurs qui font après les plannings à court terme et plus court terme. Est-ce que tu peux nous citer un exemple d'un client que tu as traité sur ce sujet-là? Oui, on a eu un exemple. Alors ça, c'est très drôle parce qu'il m'a dit « Je vais te demander quelque chose qui n'est impossible ». Donc ça, j'aime bien quand on me demande l'impossible parce que tout est possible dans ce domaine, dans les domaines de la supply chain. Il avait un outil qui lui permettait de faire ce Sales and Operations Plan, mais qui était très laborieux.
et pas connecté du tout. Et il voulait avoir quelque chose de simple, rapide et qui permette aussi de tenir compte de ces facteurs limitants. Dans son cas, il y avait des facteurs limitants en termes d'espace, de nombre de machines avec une forte saisonnalité qu'il fallait gérer. Donc, on a mis en place, on a observé comment ça marche aujourd'hui, on a regardé qu'est-ce qu'ils ont comme data qui sont disponibles, d'où vient la data, comment la data elle est collectée, comment elle est connectée. Dans ce cas, elle n'était pas connectée du tout. Donc, on a connecté les data, on a créé un outil très simple et qui marche bien, qui lui a permis de gagner en sérénité dans sa planification, de bien voir sur 12 mois quand est-ce que je dois pré-produire, quand est-ce que j'ai des machines, quand est-ce que c'est plus calme. Dans ce cas-là, je peux faire aussi des maintenances des machines et comment je gère mon personnel et comment je gère aussi ma limite, comment il pouvait gérer sa limite qui était la place et qui était aussi des contenants spécifiques qu'il avait à sa disposition. Et ça lui a permis d'avoir une vision très claire et à ses équipes d'être sereins, de plus avoir ce stress de savoir mais le mois prochain, comment je vais faire, est-ce que je vais pouvoir y arriver. Là, ils étaient sereins et on les a continué à les suivre pendant 6 mois. Là, ça fait plus d'1 an. Ils sont toujours satisfaits. Et vu que la donnée elle est connectée avec leur système d'ERP, c'est facile à le mettre en place aussi dans les autres usines qu'ils ont dans le groupe. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que le client vient te demander de faire quelque chose en disant c'est impossible. Et souvent, j'imagine que parce qu'ils ont le regard posé dans l'opérationnel quotidien, il manque peut-être de hauteur. Donc, j'imagine que c'est cette prise de hauteur et ce regard extérieur qui fait ta force. Et comment tu procèdes, hein, quels outils tu utilises, comment tu travailles là, sur ce type de mission? Et souvent, j'ai lu récemment que quand on est dans son quotidien, on devient aveugle, en fait. On voit plus. Et donc, ce que j'aime bien, c'est déjà observer, voir comment ça se passe, comment les personnes sont, comment ils interagissent entre eux. Ça, c'est sur le terrain. Mais j'ai aussi un outil de diagnostic, en fait, un questionnaire qui peut être rempli soit par une personne, soit idéalement par tous les services, et où on a une vision très rapide de la supply chain de manière générale. C'est-à-dire que tu peux faire une sorte d'audit assez rapide exactement, de tes clients. Oui, c'est un outil qui s'appelle SmileTrack qu'on a développé spécialement pour nos besoins, qui est donc digital, et qui peut être fait rapidement. Et quand tout le monde a répondu, ça donne tout de suite une image, soit par thème, soit aussi en termes de management, aussi en termes d'organisation et aussi suivant la population qui a rempli. Par exemple, est-ce que les caristes, ils disent quoi, les planeurs, ils disent quoi. Donc, c'est un outil assez complet et qui induit après les actions. Et dans SmileTrack, on a aussi une petite gestion de projet parce que chaque changement est pour moi un projet. Il faut le traiter comme un projet parce qu'un projet, par défaut, c'est un investissement qui sert à améliorer un process. Une fois que le projet est terminé et que que le process est modifié, c'est là qu'on récolte les bénéfices. Et là, il y a une gestion de projet, donc où on fixe exactement les ressources, les personnes qui doivent faire quoi, les échelons, les dates et les KPI qu'on veut obtenir. Donc voilà, ça c'est mon petit outil qui s'appelle SmileTrack, qui permet de suivre de A à A, donc à partir du questionnaire jusqu'à Z, jusqu'à ce qu'on a fini le projet. Donc SmileTrack, c'est vraiment quelque chose que tu as développé toi au regard de ton expérience, un outil digital que tu mets à la disposition de tes clients, ou bien en début de mission, ou même peut-être même en audit, en pré-audit pour voir s'il y a des choses à faire. Ça te permet de dire oui, là il y a vraiment une mission à mener. C'est ça l'idée. Oui, je souhaite le mettre à disposition sur les réseaux pour que en fait, l'entreprise puisse faire un auto-audit déjà de sa maturité. D'accord. Et après voir ensemble comment on peut l'améliorer. D'accord. Où est-ce qu'il y a des
Ou est-ce qu'il y a du potentiel? Et souvent, il y a du potentiel, Oui, au moins dans la on vit dans un monde tellement changeant que de toute façon, qui n'a pas des axes d'amélioration permanents. Oui. Ok, super. Donc, on va passer à la quatrième thématique de la supply chain, qui est la production. On est d'accord. Ça arrive après la planification, ce qui est pas illogique. Et donc là, on produit, l'entreprise a réalisé les contrats d'achat. Elle s'est approvisionnée en biens, elle a planifié tout le travail à faire, et notamment la production et la livraison. Donc la production vient juste après. Quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette thématique-là? Alors, dans la production, pour moi, il est important savoir exactement comment sont les flux de nos produits, d'avoir une cartographie, savoir quelle étape on fait d'abord, quelle étape on fait après, savoir par où passent les produits. J'ai eu un client qui avait jusqu'à 50 étapes pour produire un produit, pour préparer la production d'un produit, parce qu'en fait, il préparait tous les composants, il les envoyait à l'étape suivante, qui était dans une autre usine où tout ça a été assemblé pour le produit final. Ce client-là, il n'avait pas de cartographie de son process. Tu veux dire pas un diagramme, pas un schéma d'analyse? Oui, pas un schéma. Donc, ils savaient très bien. Ils avaient, ou ils ont toujours, quelque chose qui marche très bien, c'est les master data. Ça veut dire toutes les recettes, elles étaient bien décrites pour chaque produit. Mais il manquait en fait l'amalgame, de tout mettre ensemble et savoir chaque produit doit passer sur la même machine, à quelle fréquence il passe sur la machine, comment ça occupe la machine. Ça, c'était pas fait. Donc, on a commencé par faire... pareil, une phase d'observation, on a dessiné exactement les flux, où est-ce qu'ils passent. Et par la suite, on a digitalisé ça, encore une fois, d'une manière très, très simple, où ça donne un diagramme avec les 50 étapes. Un produit a 50, un autre il a 20, mais ils passent tous sur la même machine et on voit quelle est la fréquence à laquelle le produit passe sur la machine, quelle est l'occupation du coup de cette machine, s'il y a un nouveau marché, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle machine ou pas. Donc tout ça, on l'a mis en œuvre. Et ce client, du coup, il va déménager sa production et ça lui fait un super outil pour pouvoir réorganiser ses flux dans son nouvel atelier. Et la production, c'est très important que ces flux soient définis. Il est aussi très important que les personnels techniques comprennent que les flux physiques doivent être accompagnés d'un flux informatique. Ah, ok. Et que ça doit être parfaitement synchronisé. C'est ce qui est piloté par un ERP notamment, c'est ça? Exactement. La plupart des entreprises ont des ERP. Il y en a encore des PME qui n'en ont pas. Même si on a un ERP, il doit être amené jusqu'au dernier opérateur pour qu'il puisse enregistrer ses opérations. Pour qu'on puisse savoir, les personnes qui puissent savoir où est mon produit, à quel état il est. Est-ce que je suis à 50%? Est-ce que j'en ai plus? Et pour aussi pouvoir synchroniser s'il y a plusieurs pièces qui doivent aller ensemble à la fin. Oui, d'autant qu'on peut faire face à des variations de commandes et de demandes et qu'il vaut mieux effectivement savoir ce que je peux produire avant de dire oui à un client. Donc, toute cette informatisation de la data, c'est quelque chose sur laquelle tu travailles aussi? Oui, ça pour moi, il y a un sujet qui est très souvent négligé parce que c'est pas plaisant à faire et que personne s'intéresse à la master data parce qu'on peut créer beaucoup de data, mais déjà la data elle doit être correcte, elle doit être consistante parce que j'ai vu aussi chez un client où il y avait les recettes étaient faites d'une certaine manière. Après, on s'est aperçu que c'est pas la bonne manière, on a changé de méthode. Mais quand on veut regrouper toutes les données, ça devient compliqué parce que c'était pas fait de la même manière. Et alors, ce que je trouve important, c'est aussi de nettoyer les datas, d'enlever les datas dont on n'a plus besoin. Et tout ce process de nettoyage, c'est laborieux. Ça doit être fait. Et là, avec un client, on parle d'un 5S informatique
Parce que la réflexion que j'ai, c'est derrière, si on ne nettoie pas et on fait toujours plus de data, ça fait toujours plus de data centers qui sont très consommateurs d'énergie. Ouais. Donc, à un moment, toute cette data qu'on crée et que tout le monde crée, qu'est-ce sûr. qu'on en fait à la fin? Ok. Écoute, super intéressant. Est-ce que tu as un cas d'école dans lequel tu as un client pour lequel tu es intervenu sur cet aspect spécifique de la production et qu'est-ce que tu as pu lui apporter? Donc, on a ce client pour qui on a fait le diagramme. Ouais. Quand on est allé plus loin dans ce diagramme, on a vu qu'en fait, comme les process n'étaient pas synchronisés dans la production, des fois, il manquait des pièces pour finir. Si on avait un article qui avait besoin de 10 composants, on avait la totalité des 10 composants qui étaient produits, des 9 composants qui étaient produits, et le 10e composant, on n'avait que la moitié. Ah oui, tu veux dire sur la moitié des produits, on en avait 9 sur 10, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on pouvait pas finir On ne pouvait pas finir. C'était dans quel domaine? C'était dans le domaine de la maroquinerie. Ah, ok. Et donc, la moitié des produits ne pouvaient pas être commercialisés parce que pas finis, parce qu'il manquait une pièce. Ils devaient aller à une étape suivante, mais ce n'était pas possible parce que, en fait, et je vous raconterai après la suite dans la logistique, parce qu'ils ne pouvaient pas finir la pièce finale, ce qui fait qu'il fallait faire une étude pourquoi cette 10e pièce, elle n'était jamais finie, et comment on fait pour répondre à cette problématique. Donc là, il faut toujours aller au bout parce que du coup, il fallait refaire des pièces, celles qui étaient manquantes, il fallait les reproduire. Et là, on a pu diminuer de 50% en fait ce manque de pièces. Bon, c'est bien déjà ça. Oui, vous avez divisé le problème par deux, ce qui est pas mal. Exactement, oui. Et donc, ça nous amène à la gestion des stocks, c'est ça? Oui. Qui est la 5e thématique de la supply chain. Évidemment, c'est super important parce que si j'ai des clients, si j'ai des commandes et que je suis en capacité de produire mais qu'il me manque des pièces, c'est ce que tu expliques, je suis un petit peu dans une situation complexe. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de gestion des stocks ou quelles sont les aberrations que tu as pu voir au cours de ta carrière? Il est très important de savoir qu'est-ce que j'ai en stock et est-ce que ce que j'ai en stock est bon et peut être livré. Donc, il faut faire des inventaires pour savoir qu'est-ce qui manque. Et quand ça manque ou quand on a des écarts, il faut savoir pourquoi j'ai des écarts pour pouvoir corriger et diminuer la fréquence des inventaires. J'aime bien aller dans les magasins et les entrepôts parce que je trouve qu'on voit tout de suite comment l'entreprise est organisée. Est-ce qu'il y a une organisation très rigoureuse ou est-ce qu'il y a du laisser-aller? Est-ce qu'il y a une organisation qui est en place, qui permette facilement aussi aux caristes, quand il y a des caristes, de définir où est-ce qu'il doit poser, où est-ce qu'il doit entreposer, où est-ce qu'il doit aller chercher ce qu'il doit livrer. Et là encore, on est dans des ERP qui nous permettent d'indiquer aux caristes où est-ce qu'ils doivent aller et où sont les produits qu'ils doivent livrer. Donc, ce qui est important, j'imagine, c'est que les flux physiques soient reliés aux flux informatiques et que les data collent, qu'il n'y ait pas un écart. Je pense avoir du stock et j'en ai pas, ou inversement, j'ai pas les bons produits. C'est important qu'il y ait ce lien entre l'informatique et la réalité. Oui, donc il est important de savoir qu'est-ce que j'ai en stock, mais il est aussi important de savoir depuis combien de temps j'ai en stock la marchandise et combien de temps elle reste en stock en moyenne aussi. Okay. Parce que les entrepôts, ça coûte cher. On a vu avant, ça coûte cher soit parce que j'ai besoin de beaucoup de place, soit parce que je entrepose des choses qui immobilisent beaucoup de capital parce qu'elles sont chères. Et donc, je dois aussi vérifier quel est l'âge de mon stock. On a un client qui avait gardé tous ses vieux stocks. En fait, il avait une pièce qui était pleine de vieux stocks qu'il ne pouvait pas utiliser parce que le client n'en avait plus besoin. Et là aussi, c'est important de faire le ménage et de ne pas les garder parce qu'il y a un aspect financier, ou alors de réfléchir comment je peux les recycler pour pouvoir les réutiliser sous une autre forme. Donc, il y a l'obsolescence de ce que j'ai en stock et aussi la quantité de ce que j'ai en stock qui doit être
correcte. Ouais, adapté à la prod et pas être sous-dimensionné ou surdimensionné. Oui, exactement. Ça doit être le bon stock au bon moment, en fait. Ah, ok. Moi, je me souviens, j'en parle comme ça, mais mon oncle était garagiste et des fois, il faisait l'aller-retour à la ville voisine qui était distante de 35 km pour aller chercher une pièce. Et il allait la chercher, puis il revenait, il en avait besoin d'une autre, il refaisait l'aller-retour. Enfin, là, je pense qu'il aurait eu besoin de toi. Dans l'approvisionnement, du coup, il doit Ouais. prévoir qu'est-ce qu'il a besoin pour éviter de faire des tours. Mais c'est très bien. L'histoire du garage, c'est un exemple que je dis souvent à mes clients. C'est pas quand mon garage est plein, je vais pas construire un deuxième. Ouais. Je vais devoir ranger ce que j'ai dans mon garage pour pouvoir refaire de la place. Et ça, dans les magasins et les entrepôts, c'est la même chose parce que si j'ai plus assez de place et je dois peut-être louer un autre entrepôt, c'est des coûts. Et quand on fait ça, les coûts, c'est pas que la place, c'est aussi toute la gestion qui va avec. Il faut les chauffer, s'il faut les refroidir, s'il faut les ranger, les organiser, les créer, bien sûr. Oui, exactement. Je dois y aller, je dois détacher une équipe, je dois détacher du matériel. Et très souvent, je n'ai pas la connexion à mes data, par exemple. Donc, oui, ce n'est pas facile. Enfin, les entrepôts, mais ça donne une bonne image tout de suite, je trouve, sur comment l'entreprise est organisée. Oui, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'aller tout de suite dans les entrepôts. En un œil, tu sais si la boîte elle est bien gérée, pas gérée. Tu vois, si tu vois des stocks qui ont l'air abandonnés ou si c'est bien rangé. Et on voit aussi comment travaillent les personnes dans les entrepôts. Est-ce qu'ils courent? Est-ce qu'ils prennent leur temps? Comment ils travaillent entre eux? Est-ce qu'ils communiquent? Un entrepôt, c'est quelque chose de très intéressant. Oui, c'est très révélateur de l'état de l'entreprise. Oui, je trouve. Ok, et ça nous amène à la thématique suivante qui est, on va parler de logistique, de livraison. Pareil, je ne refais pas toute la chaîne, mais je suis arrivé à la production. J'ai bien géré mes stocks. Maintenant, il faut que je livre mes clients. Quelles sont les grandes thématiques que tu abordes là-dessus? Quelles sont les bonnes pratiques en termes sur cette thématique-là de la supply chain? Alors, l'objectif, quand je suis au stade de la livraison, c'est de livrer le client final en temps et en heure. La personne qui charge, c'est la dernière personne qui voit ce qu'elle charge avant que le client il le décharge de son côté. Donc, c'est un rôle très important parce que faut que s'il y a un défaut, c'est la personne qui peut encore bloquer et dire non, je ne charge pas. Il est important d'avoir aussi des transporteurs fiables qui viennent quand j'ai besoin, qui viennent avec le matériel dont l'entreprise a besoin, qui vont livrer aussi le client. Et ça, c'est très important aussi, le contact humain là, du transporteur. Dans le passé, souvent, on avait des transporteurs ou du personnel qui n'étaient pas forcément français, qui ne parlaient pas français non plus. Donc souvent, on voit maintenant dans les demandes du client final, ils veulent du personnel qui parle français, anglais, espagnol, enfin qui parle une langue qu'ils puissent comprendre et puissent communiquer. Ça, c'est très important. Donc déjà, dans la sélection de ces prestataires-là, on revient aux achats. Les achats, ce n'est pas qu'un prix, il faut aussi que ça colle avec la demande et le service qu'on doit livrer à la fin. Donc, il y a un indicateur qui est l'OTIF, On Time in Full. Ok, ONTIF, c'est ça? OTIF. Donc, je livre on time, donc à temps. Je livre au moment où le client il attend. Ouais. Et in full, donc il faut livrer la quantité que le client il attend. Okay. Et si on revient sur notre exemple de tout à l'heure, où j'ai 9 pièces à 100% et la 10e pièce, j'ai que 50%, normalement, je ne devrais pas livrer parce que mon client, il ne peut rien en faire. Mais vu que c'était, dans ce cas-là, un fournisseur interne, un client interne, il disait, mais je livre quand même parce que je leur rends service, ils peuvent prendre de l'avance. Ça partait d'un bon sentiment. Mais finalement, un service qui n'est pas un service, n'est pas un service, comme dit la pub. La pub NJ. La pub NJ, oui. Et je trouve que ça résume assez bien. Donc, il faut se tenir aux règles. Soit je livre tout, ou alors je valide avec mon client. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous livre ça?
Mais derrière, ça demande une gestion parce qu'il faut faire des livraisons partielles. Ce qui crée d'autres canaux de communication, un autre suivi. Donc, voilà, Et selon toi, il vaut mieux internaliser cette fonction de livraison, il vaut mieux l'externaliser ou ça dépend un petit peu des cas? si un industriel, son cœur de métier, c'est de produire des palettes en bois, Mmh. c'est peut-être pas forcément son métier de livrer aussi Ouais, ces palettes en d'accord. bois. Et donc, il aurait, à mon avis, meilleur intérêt à faire appel à quelqu'un qui a la ressource, qui connaît bien le métier, qui a le matériel, qui dispose du matériel et qui a une gestion bien ficelée Mmh. pour pouvoir répondre. OK. C'est plus simple, peut-être pas toujours, parce que des fois c'est plus simple quand on a le personnel sous la main, mais le personnel il part en vacances, il est malade, donc je pense que ou alors si on a une multicompétence de personnes où le cariste il peut aussi, par exemple, conduire un camion et que les distances le permettent. Alors Mais, aujourd'hui, on est dans une économie digitalisée, on a beaucoup de sites en ligne. mm. Est-ce que tu as aussi une expertise sur ce qu'on va appeler le business en ligne ou le e-commerce? Et quelles sont les bonnes pratiques en matière de livraison et de supply chain dans ces entreprises? Alors moi mon expertise est plus dans l'industrie, D'accord. mais ça a quand même aussi un impact sur l'industrie parce que beaucoup de choses sont aujourd'hui vendues via l'e-commerce. On Ouais, ne va plus forcément dans le magasin bien sûr. pour Mmh. acheter sa lessive. Mmh. Quand la lessive est livrée via le e-commerce, elle n'a pas les mêmes contraintes que si elle va dans un rayon et qu'on va chercher Bien sûr. Mmh. dans le rayon. Et donc ça, je pense que ce sont des nouvelles contraintes qui doivent être induites dans les process de production et dans les, les spécifications auxquelles le produit doit répondre. D'accord. Écoute, on arrive un peu au bout du chemin de la supply chain, puisque on va arriver à la suivante, qui est la facturation, si je me souviens bien. Oui, une fois qu'on a livré, il faut aussi facturer parce que sinon, on n'a pas les ressources pour acheter et pour approvisionner. Mmh. Et plus vite on facture, mieux c'est pour la trésorerie. Donc, comme toute notre chaîne de données est intégrée et nos data sont intégrées, dès que le produit a quitté l'entrepôt, je dois être en mesure de facturer la bonne quantité et aussi le bon prix. Donc là, on revient au master data, notamment les prix, ils doivent être mis à jour tout le temps. Quand j'ai chargé le camion, je dois savoir exactement qu'est-ce que j'ai chargé et à quel moment c'est parti pour qu'on puisse facturer. Là aussi, c'est la facturation qui est digitale et on a mis en place avec un client une facturation digitale. Il avait pour habitude de facturer une fois par semaine, alors qu'il avait beaucoup de livraisons tous les jours. Et on a pu le convaincre de passer à une facturation quotidienne, Ouais. sans embaucher, parce qu'on a pu trouver le moyen de récolter la donnée, de la mettre à disposition rapidement pour que cette tâche, qui était une grande tâche une fois par semaine, est devenue une petite tâche tous les Quotidienne. jours et qui se faisait de manière très très facile et fluide. D'accord. C'était mettre de la fluidité dans ce process. Et on a vu que la trésorerie s'en est trouvée améliorée, ce qui est bien pour l'entreprise. Non, ça paraît évident de te dire que tu factures, mais c'est vrai, j'imagine que il faut facturer, avoir un process de facturation, d'envoi et aussi de vérification. C'est-à-dire, si le client ne paye pas en face, qu'est-ce qu'on fait? D'avoir aussi des règles par rapport à ça. Oui. C'est aussi là que tu interviens? Oui, donc ça fait partie il y a la facturation, c'est l'action de facturer, mais derrière aussi, il faut être payé. Et donc là, on a mis en place un process récemment avec un client, grâce à l'IA, justement, parce que c'était aussi laborieux de savoir quelles sont les factures qui ne sont pas payées, pourquoi elles ne sont pas payées, enfin, faire toute la recherche pour pouvoir discuter avec le client, parce que envoyer des relances, ça ne suffit pas toujours.
Enfin, il faut le faire, parce que c'est la loi, mais c'est quand même aussi plus facile très souvent plus efficace de parler directement et essayer de trouver le problème et la raison du retard. Et là, on a mis en place avec l'IA un petit outil qui a divisé le nombre d'actions pour arriver à obtenir la bonne data par 10, ce qui a simplifié. Oui, par 10, on a enlevé en une seule action, on a enlevé 10 actions que la personne avait à faire, ce qui aide aussi beaucoup à avoir instantanément la data dont j'ai besoin. Bien sûr. Pour pouvoir apporter soit des corrections ou soit relancer et obtenir le règlement de ce qui est dû, oui, exactement. Alors, dans ces 7 thématiques qu'on a abordées, est-ce que globalement tu interviens plus souvent sur la totalité, ou est-ce que parfois tes missions sont ciblées sur l'une ou l'autre, voire une ou deux thématiques de la supply chain? Alors, ce que j'essaye d'expliquer au début, c'est que quand on intervient sur une thématique, on déborde très souvent sur une autre. Mais il m'arrive souvent aussi d'intervenir sur une thématique bien précise, qui sont souvent les stocks, les entrepôts et le Sales and Operations Planning. Plutôt des missions ponctuelles sur des segments oui. de la supply chain. Et est-ce qu'il t'arrive aussi de travailler sur la totalité, de refondre ou de la totalité de la supply chain d'une entreprise? Oui, ça m'arrive de suivre exactement et de commencer avec une et après continuer et améliorer parce qu'ils sont comme tous les acteurs sont clients et fournisseurs, d'améliorer en fait le service qu'on rend au prochain. Sachant que sur la totalité de la supply chain, s'il y a un endroit où ça coince, ça peut gripper tout le système. Oui, ça peut gripper. On peut perdre en rentabilité, on peut perdre surtout en rapidité. Et aussi le client final, dans la rapidité de livraison du client final. Donc, ce qui est forcément la rentabilité qui se trouve impactée. Alors, on a beaucoup parlé de process, de RP, de logiciels, de process, de diagrammes, de livraison, d'entrepôt. On n'a pas parlé beaucoup d'hommes, mais je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Qu'est-ce que tu peux dire aussi? Parce que j'imagine que si le système est fluide, bien huilé, il faut quand même que des gens bien formés et des managers puissent diriger des équipes pour mener à bien l'ensemble de ces tâches, non? Un de mes credos, c'est qu'il faut automatiser tout ce qu'on peut automatiser. Il faut digitaliser là où ce n'est pas encore digitalisé. Et ce qu'on me répond, c'est oui, mais ça va faire enlever des postes de travail. Et en fait, ce n'est pas ça parce que quand on digitalise ou quand on automatise, souvent les machines, elles font que ce qu'on leur dit de faire. Et derrière, il faut qu'il y ait des hommes et des personnes pour pouvoir dire aux machines ce qu'elles doivent faire. La digitalisation, l'automatisation, ça permet de fluidifier, d'enlever des tâches récurrentes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ça, c'est ma vision. Et derrière, les personnes, elles peuvent vérifier que c'est correct, elles peuvent travailler avec les données. Par contre, cette démarche, elle est induite par des managers et par des leaders qui n'ont pas peur de digitaliser, parce que souvent aussi, ils ne trouvent pas les personnes pour exécuter ces tâches qui sont récurrentes. Quand on ne voit pas le sens de ce qu'on fait et quand on rétape des données, on a l'impression que ça ne sert à rien. À la fin de la journée, si on se pose la question comment j'ai fait avancer aujourd'hui cette entreprise, c'est parce que j'ai enlevé des tâches qui sont récurrentes et inintéressantes pour les personnes qui les font. Comment tu travailles sur l'humain? Est-ce que c'est ta spécificité? Est-ce que tu travailles en binôme ou en équipe? Comment Parce que j'imagine que mettre en place un process, s'il est s'il est mis en place par une équipe non formée, non motivée ou pas compétente, ça sert à rien. C'est donc le savoir à qui tu confies ces missions, c'est quand même super important, non? Oui. Si l'équipe elle n'est pas intéressée par améliorer, c'est voué à l'échec. Il faut que l'entreprise elle mette en place des équipes et sur projet d'optimisation, des équipes qui sont engagées et des équipes qui ont la volonté de changer. Donc c'est très important que ces personnes elles soient
formées, qu'elles voient l'intérêt global, qu'elles voient la vision de l'entreprise aussi, où est-ce que l'entreprise veut aller. Très souvent aussi, les entreprises, elles fonctionnent par promotion interne et on met des experts à des postes de manager. Et là, on a souvent des limites. Par contre, aujourd'hui, les entreprises, elles ont des difficultés de recruter. Aujourd'hui, je pense, le problème, c'est plus tellement de recruter, mais plutôt de donner du sens et d'accompagner et faire croître, faire grandir leur personnel pour arriver à intégrer tous ces changements et à être aussi moteur dans ces changements. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que souvent des gens qui sont experts d'un domaine, ils vont grandir dans l'entreprise, ils vont devenir managers, alors qu'en fait, ils n'ont pas les qualités pour devenir manager, ils ont juste les qualités pour comprendre le domaine qui est traité, c'est ça ? Ou on ne leur a pas donné les clés ou l'accompagnement qu'ils ont besoin pour arriver à assumer les nouvelles fonctions.